Au plus profond du cœur d'Enrico Macias, la plus grande tristesse n'était pas les pertes matérielles ou les échecs de carrière, mais la douleur de l'exil, la perte de sa patrie de Constantine, en Algérie, où il est né et a grandi. Né le 11 décembre 1938 dans une famille juive séfarade, Enrico, alors Gaston Grenacia, passe ses premières années entouré de la musique malouf et de la culture diversifiée de l'Algérie. Mais la guerre d'indépendance algérienne de 1961 va bouleverser sa vie. L'assassinat de son beau-père, le talentueux musicien Cheikh Raymond Leiris, par le Front de libération nationale, a laissé dans son âme une blessure qui n'a jamais guéri. La mort de Cheikh Raymond ne fut pas seulement une perte personnelle, mais aussi la fin des jours paisibles à Constantine. Contraint de quitter sa patrie avec sa femme, il embarque sur un bateau à destination de la France, emportant avec lui la douleur d'un homme qui a perdu ses racines. La chanson « Adieu mon pays » qu'il a composée sur ce même navire est une complainte sur son Algérie bien-aimée, où il n'a jamais été autorisé à retourner. Cette tristesse n'est pas seulement la perte d'un morceau de terre, mais aussi le sentiment d'être dépouillé de son identité, coincé entre deux mondes, une Algérie désormais étrangère et une France où il faut tout reconstruire à partir de zéro. Malgré sa grande renommée, il restait souvent assis tranquillement, les yeux au loin, repensant aux rues ensoleillées de Constantine, où il jouait de la guitare et rêvait de rêves de jeunesse. Cette douleur était une rivière souterraine, traversant chaque étape de sa vie, lui rappelant que peu importe le nombre de chants de paix qu'il chantait, sa patrie restait un rêve inaccessible. La carrière d'Enrico Macias fut un long voyage, rempli de sommets brillants et de vallées sombres, où il dut lutter à la fois contre le monde extérieur et contre des luttes intérieures. Dès ses débuts en France, après avoir quitté l'Algérie, il commence à se produire dans les cafés et les petits clubs parisiens, emportant avec lui sa guitare et les mélodies malouf de son pays natal. En 1962, il se fait remarquer avec la chanson « Adieu mon pays », enregistrée après une rencontre fatidique avec Raymond Bernard de Patay. Cette chanson, à la mélodie triste et aux paroles empreintes de nostalgie, a fait de lui un phénomène du jour au lendemain après son apparition à la télévision française. À partir de là, sa carrière décolle. Il se produit à l'Olympia de Paris, où il ouvre pour les Compagnons de la chanson en 1964, puis fait des tournées très réussies au Moyen-Orient, en Israël, en Grèce et en Turquie, où il conserve encore un large public. Des chansons comme « Les filles de mon pays », l'oriental et entre l'Orient et l'Occident ont fait le pont entre les cultures, apportant les sonorités orientales au cœur du public occidental. Il reçoit le prix Vincent Scotto en 1965 et se produit devant 121 000 personnes au stade Dynamo de Moscou en 1966, ouvrant plus de 40 concerts dans toute l'Union soviétique. Les années 1970 le voient conquérir les scènes internationales, du Royal Albert Hall de Londres au Carnegie Hall de New York, et même 10 spectacles au Uris Theatre de Broadway. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été facile. Il lui a été interdit d'entrer dans de nombreux pays arabes en raison de sa position pro-israélienne, malgré l'accent qu'il met sur un message de paix dans sa musique. L'album Suzy de 1993, bien qu'étant une œuvre émotionnelle dédiée à sa femme bien-aimée, n'a pas obtenu le succès commercial escompté, ce qui l'a amené à remettre en question ses capacités créatives. Il y avait des nuits, après des représentations mal accueillies, où il s'asseyait seul dans sa chambre, les larmes coulant en silence, se demandant s'il avait encore la force d'inspirer. Mais ce sont ces larmes qui l'ont motivé à continuer, à écrire des chansons comme Zingarella, un énorme succès en 1988, et à se lancer dans de nouveaux projets comme son rôle dans la comédie Netflix de 1919 Family Business. À chaque échec, il se relevait, avec sa guitare et la conviction que la musique peut guérir toutes les blessures. La triste fin de la vie d'Enrico Macias fut la séparation définitive de l'Algérie, la patrie qu'il aimait, mais dans laquelle il ne fut jamais autorisé à retourner.
malgré plusieurs tentatives, dont un voyage prévu en 2000 et un autre en 2007 avec le président français Nicolas Sarkozy. Il a été systématiquement rejeté par des organisations et des individus en Algérie, en partie à cause de ses positions politiques. Chaque rejet était un coup de poignard dans son cœur. Il se tenait un jour tranquillement sur les rives de la Seine à Paris, regardant l'eau couler et imaginant les rues de Constantine où il avait l'habitude de courir et de jouer lorsqu'il était enfant. Il a écrit le livre Mon Algérie en 2001, comme une histoire d'amour pour sa patrie, mais le livre est aussi une confession de la douleur d'un homme qui ne peut pas revenir. Cette triste fin n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un symbole pour des milliers d'autres pieds noirs qui ont été contraints de quitter l'Afrique du Nord dans les années 1960. Pour Enrico, l'Algérie n'était pas seulement un lieu, mais son âme, et ne pas pouvoir y retourner était une douleur qui durait toute sa vie. Amour et mariage d'Enrico Matías est un chapitre émotionnel où la joie et la tristesse s'entremêlent. Il épouse Suzy Leiris, fille de cher Raymond Leiris, en 1962, peu avant leur départ d'Algérie. Suzy n'était pas seulement sa partenaire de vie, mais aussi l'inspiration de plusieurs de ses chansons, notamment l'album Suzy de 1993. Leur amour était profond, surmontant les difficultés de l'exil et les pressions de leur carrière. Ils ont 2 enfants, Josia et Jean-Claude, et construisent ensemble une famille chaleureuse en France. Cependant, son plus grand chagrin d'amour est survenu le 23 décembre 2008, lorsque Suzy est décédée des suites d'une maladie cardiaque. Cette perte lui a laissé un vide incompressible. Il a partagé un jour que lorsque Suzy est partie, il avait l'impression qu'une partie de son âme avait également disparu. Dans les jours qui ont suivi les funérailles, il n'a pas pu tenir la guitare, qui avait été sa compagne de toujours. Il était assis dans la pièce pleine de souvenirs, regardant les photos de Suzy et pleurant, non pas à cause de la faiblesse, mais parce que cet amour était si grand. Même s'il a continué à jouer et à composer plus tard, il a toujours porté l'image de Suzy dans son cœur, comme un feu qui réchauffait et brûlait à la fois. Il ne s'est pas remarié, afin de tenir le vœu qu'il avait fait à sa femme, qu'il avait accompagnée à travers de nombreuses tempêtes. Cette tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un rappel que, même dans le plus bel amour, le destin peut encore apporter des blessures non cicatrisées. Une autre fin triste dans la vie d'Enrico Matías fut la mort de son père, Sylvain Grenacia, en 2004. Sylvain, violoniste dans l'orchestre de Malouf, fut celui qui lui inculqua l'amour de la musique. Il existe cependant parfois des écarts invisibles entre le père et le fils. Sylvain est un homme calme, et Enrico, avec sa personnalité pétillante et ses grands rêves, a souvent du mal à exprimer ses sentiments à son père. Lorsque Sylvain est mort, Enrico s'est rendu compte qu'il y avait tellement de choses qu'il voulait dire, mais qu'il n'a jamais faites. Il se souvenait des soirées où son père jouait du violon dans la petite maison de Constantine, quand il était enfant, et qu'il écoutait, captivé. La mort de son père lui a laissé un profond regret, non seulement pour la perte d'un être cher, mais aussi pour les occasions perdues de comprendre son père. Il a écrit la chanson « Le violon de mon père en hommage », mais aussi en guise d'excuse tardive. Un jour, lors d'un concert, alors qu'il chantait cette chanson, il s'arrêta à mi-chemin, les larmes coulant sur ses joues, laissant le public sans voix d'émotion. Cette triste fin fait partie intégrante de son voyage, un rappel que le temps n'attend personne, même un homme qui a passé sa vie à chanter l'amour et la paix. Les réalisations d'Enrico Matías témoignent de son esprit tenace et de son talent intemporel. Avec plus de 60 albums et 50 ans de concerts non-stop, il est devenu une icône de la musique française et mondiale. Des chansons comme « Adieu mon pays »,« Les filles de mon pays » et « Enfants de tout pays » n'étaient pas seulement des succès, mais aussi des ponts entre les cultures, apportant les influences malouf et andalouses à un public mondial. Il s'est produit sur les scènes les plus prestigieuses, de l'Olympia de Paris au Carnegie Hall de New York, et même devant 20 000 personnes au pied des pyramides d'Égypte, lorsqu'il était invité par le président
Anwar el-Sadaté, a chanté pour la paix. Il a reçu de nombreuses distinctions, dont Commandeur des Arts et des Lettres et la Légion d'honneur en 1984, ainsi que le titre d'ambassadeur de l'UNESCO pour la paix pour sa contribution au dialogue interculturel. Bien qu'il soit interdit dans de nombreux pays arabes, il est resté populaire auprès du public du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, prouvant que la musique peut transcender les frontières politiques. Il s'est également essayé au métier d'acteur de la pièce Quelle nuit en 1992 à son rôle dans Family Business en 1919, démontrant sa polyvalence. Pour parvenir à ces résultats, il a dû travailler sans relâche, veillant souvent tard pour composer, faisant face à la pression des producteurs et surmontant les critiques selon lesquelles sa musique était trop nostalgique. Il y a des jours où il se sent épuisé, mais il se dit toujours que chaque chanson est une opportunité de diffuser le message de paix. Il a également constamment appris en chantant dans de nombreuses langues comme le français, l'italien, l'espagnol, l'hébreu, l'arabe et